Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog culturel. Cette fois, on va le faire en face cam et aujourd'hui, on est surtout et principalement à Royan, même si on va aller visiter d'autres villes. Donc, Royan est déjà habité au néolithique par des chasseurs-cueilleurs et ça va évidemment plus se développer à la période antique où on a des restes gallo-romains et où on va surtout développer l'agriculture des céréales et du vin et un port va commencer à se construire. Au Moyen-Âge, ça se développe toujours encore, sauf que on va avoir le mariage d'Aliénor d'Aquitaine. La ville ne sera plus française mais va devenir anglaise, puisqu'Aliénor d'Aquitaine, dans son second mariage, se marie avec le roi d'Angleterre. À la mort de la reine, la ville va rester sous tutelle anglaise jusqu'au XVe siècle. Mais très vite, ça on l'avait déjà vu avec Aigues-Mortes, La Rochelle, etc., on a les guerres de religion qui arrivent à la Renaissance. En 1622, ici, on a le siège de Royan, puisque dans cette région, on est plutôt protestant, mais la couronne de France est catholique et ne veut pas de protestants sur son territoire. Donc forcément, la ville, elle va quand même être pas mal détruite, mais comme elle se situe pas loin de Bordeaux, après les guerres de religion, elle va pouvoir renaître grâce à la richesse de Bordeaux. Le moment qui va nous intéresser, en tout cas un peu plus moi, ça va être le 19e siècle, puisque, comme ce qu'on avait vu à Cabourg, tout se rejoint, on va avoir la naissance de la mode des bains de mer. Et du coup, on va construire des stations balnéaires tout au long de la côte, et ça va être le cas ici, où on va être dans une station quand même très populaire, qui va accueillir énormément de touristes. Évidemment, comme il y a le tourisme se développe énormément, on a l'arrivée du train en 1876, on a un tramway qui va être construit pour relier les différents quartiers de Royan, etc. Eh bien, il va falloir loger toutes ces personnes. Donc on va construire des hôtels, on va construire des villas qui servent soit à la location, soit de maisons secondaires, et on va aussi multiplier les activités, donc c'est-à-dire bain thermal, natation, spot de tennis, et évidemment des casinos. Il y en aura au moins 3 qui vont être construits ici. Malheureusement, une bonne partie de ces bâtiments vont être détruits et on a quand même des traces aujourd'hui. On visitera quelques villas un peu plus tard, mais forcément, vous vous doutez, la Seconde Guerre mondiale va passer par là et je pense qu'on va un peu changer de plan pour pouvoir vous montrer d'autres types de bâtiments qui caractérisent Royan. Donc, pour parler de Royan pendant la Seconde Guerre mondiale, on va changer un peu de plan parce que ça va être assez important pour la structure de la ville. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, Royan va être à 85% détruite par les bombardements alliés pour libérer cette ville qui était occupée par les Allemands. Le problème du coup, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il faut tout reconstruire. Vous vous en doutez, 85% de destruction, ça fait quand même beaucoup. Et ça va faire partie des reconstructions post-Seconde Guerre mondiale qu'il y a aussi dans d'autres villes à travers la France. Le plan d'urbanisme va être confié à l'architecte Ferré qui va construire tout un plan pour reconstruire la ville de Royan. Et du coup, on va avoir des constructions comme ce que vous avez derrière moi qui datent des années 50, mais pas que, on en verra d'autres juste après. Et au départ, ça devait être plutôt une architecture néoclassique avec des éléments propres à la région. Sauf que, en 1947, on a une revue d'architecture de référence qui s'appelle l'Architecture d'aujourd'hui, qui va publier un numéro spécial sur l'architecture brésilienne et notamment l'architecture d'Oscar Niemeyer, qui est vraiment un architecte de référence dans l'histoire de l'architecture si vous ne le connaissez pas. Il va avoir la station balnéaire de Pampulha qui va beaucoup inspirer les architectes et les ingénieurs qui sont sur le projet de la reconstruction de Royan pour reconstruire cette ville. Ce qui fait qu'on va avoir des éléments architecturaux qui s'inspirent aussi du Corbusier, qui était la référence pour l'architecture moderniste en France, mais avec l'architecture brésilienne de Niemeyer. Ce qui va donner une architecture beaucoup plus colorée, beaucoup plus fun, parce qu'on a envie de rapporter de la gaieté et de la légèreté après la Seconde Guerre mondiale, surtout dans une station balnéaire. Donc derrière moi, c'est un bâtiment
qui a été construit à cette époque et qui va abriter des logements, mais aussi un hôtel. Et sur la partie rez-de-chaussée, on aura tous les commerces. Et pour continuer sur les années 50, on va aller voir d'autres bâtiments. Ok, donc comme je vous disais, là on va parler architecture civile et je pense que vous voyez déjà derrière moi qu'on a à la fois des bâtiments belle époque comme les deux villas qui entourent la villa années 50 tout orange. Pour la villa qui est juste ici, on est sur la Valentine qui est d'inspiration plutôt cottage, comme sa cousine qui est ici, aussi d'inspiration cottage, mais ici Art Nouveau, et elle s'appelle Le Cygne. Malheureusement avec les échafaudages, on peut pas voir tous les petits détails Art Nouveau, mais j'essaierai de vous faire des close-up. Et la villa années 50, elle, est surnommée la villa radio ou poste de télé. Donc là, on s'est posé un petit peu sur la plage pour vous montrer justement tout ce mélange de belle époque avec des constructions beaucoup plus récentes pour certaines, mais d'autres du coup des fameuses années 50-60. Et du coup dans tous ces styles-là, on va retrouver de l'Art Nouveau qui est vraiment plutôt un style de la fin du 19e siècle, très végétal, avec une ligne coup de fouet, etc. Mais on va aussi retrouver des villas Art déco qui arrivent plus dans les années 20 et qui va être un style plutôt symétrique, plus sobre, notamment que l'Art Nouveau. Beaucoup moins de fioritures, beaucoup plus de géométrie et d'ordre dans son architecture. Et vous aurez ces fameuses villas années 50 qui s'inspirent d'architectes comme Le Corbusier. Et pour revenir encore une fois sur les villas belle époque, vous aurez trois types d'architecture principale. Il n'y a pas que ça, mais principalement c'est surtout ça. Vous allez avoir les villas type cottage qui sont inspirés par les cottages anglais du coup, avec des fenêtres qu'on appelle des bow windows, qui sont ces fenêtres en excroissance du mur. Je vous mettrai des exemples, ça sera beaucoup plus clair. Vous aurez le type chalet qui, comme son nom l'indique, ressemble un petit peu à un chalet. Et vous aurez aussi des villas qui seront beaucoup plus inspirées par les châteaux. Du coup, c'est des villas qui auront au moins un ou deux éléments qui rappellent un petit peu les châteaux. Donc ça peut être des toitures qui rappellent vraiment les toits des tours de châteaux médiévaux, etc. Vous aurez aussi bien entendu des villas qui sont en accord avec les modes de l'époque, notamment des inspirations de pagodes japonaises pour le japonisme, ce genre de choses. En fait, ici, on n'hésite pas à faire des styles d'architecture un peu fun pour l'époque et d'essayer de concurrencer son voisin, mais aussi, comme ce sont souvent des maisons secondaires ou des locations, d'avoir un petit peu une villa, une habitation qui sort de l'ordinaire pendant ses vacances. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a certaines villas que vous pouvez louer si vous voulez venir en vacances ici. Mais du coup, là, je vais vous faire une petite compilation des villas belle époque et ensuite des villas années 50. Et puis, juste après ça, on ira voir des bâtiments emblématiques de Royan qui sont vraiment inscrits dans cette reconstruction des années 50. Ok, donc là on se trouve au marché de Royan et comme vous pouvez le voir, il a une forme quand même assez particulière. En fait, les architectes et les ingénieurs, ils ont décidé de faire une forme de coquillage, toujours inspirée par l'architecture brésilienne et toujours inspirée par Oscar Niemeyer. Ce qui est assez impressionnant à l'intérieur, c'est qu'il n'y a vraiment aucun pilier qui ne tient la structure et le toit surtout, qui est assez impressionnant. Et donc ça, c'est grâce à la collaboration des architectes et des ingénieurs. Donc cette fois, on se trouve à l'église Notre-Dame de Royan, qui, comme vous pouvez le voir, est pas du tout comme une église traditionnelle, puisque ici on est sur une architecture totalement brutaliste. Évidemment, ça fait partie des projets des années 50. Donc évidemment, on veut reconstruire une église puisque l'église du 19e a été totalement détruite. Ce qui fait que on a besoin de construire autre chose. Et surtout, on veut montrer que Royan se relève de la guerre. Donc il faut un bâtiment quand même assez impressionnant, comme vous pouvez le voir juste derrière du coup. Donc à l'origine, l'église devait pas du tout être comme ça. Elle était totalement inspirée de Saint François d'Assise au Brésil,
toujours une réalisation d'Oscar Niemeyer, sauf que l'évêque à l'époque n'aimait pas trop le plan parce qu'il n'y avait pas un plan en croix comme ce qu'on peut retrouver traditionnellement dans les églises, et le projet est perçu comme beaucoup trop innovant. À cette époque, il va y avoir un changement de maire qui va décider de totalement abandonner ce projet et de faire appel à quelqu'un qu'il connaît, qui est l'architecte Gillet, qui va du coup être en charge de ce projet, accompagné de l'ingénieur Lafaille avec qui il a déjà collaboré. Parce que pour construire tout ça, il va falloir un ingénieur pour que tout tienne bien. On va retrouver du coup du béton brut, donc c'est un béton comme indiqué, pas traité et qui reste dans son jus. Et il va essayer aussi d'étendre au maximum l'église pour la rendre la plus impressionnante possible. Au niveau des vitraux à l'intérieur, ça va être assez particulier parce que c'est des vidéos en 3D et ça va être une invention de l'artisan vitrier qui va créer ce nouveau type de vitrail où il va insérer des morceaux de verre directement dans sa planche, ce qui donne pas du tout une impression de 2D mais totalement de 3D. On est dans les années 50, donc au niveau des vitraux, on n'est pas du tout sur du figuratif, on est sur de l'abstraction. Et pareil, au niveau des ouvertures de l'église, ça va être assez important parce que la lumière est un élément très important dans les églises qui permet de se recueillir, qui permet d'être en lien avec la spiritualité, etc. Et ici, on va avoir des lumières qui vont vraiment aider à la méditation. Et pareil pour les vitraux, on démarre des couleurs les plus sombres pour aller vers le plus clair à l'autel. Même si c'est une architecture totalement moderne, on va retrouver des éléments traditionnels. Déjà la forme qui est en ellipse, c'est une référence à la mandorle du Christ et de Marie, mais aussi son plan reste quand même assez classique à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi tout un jeu sur les lumières, jeu qu'on retrouve traditionnellement dans les églises. Ok, maintenant qu'on a fini de visiter un peu Royan, ses villas Belle Époque et son architecture années 50, on va un peu s'éloigner de la terre et on va aller voir le phare de Cordouan qui se situe là-bas. Du coup, le phare de Cordouan, il se situe dans l'estuaire de la Gironde, à quelques kilomètres d'ici, et c'est un phare quand même assez particulier, qui ressemble vraiment, je pense, à aucun phare que vous pouvez avoir en tête. Globalement, au XIIIe siècle, on sait que sur cette petite île, on va dire, il y a déjà une tour à feu. Sauf que cette tour à feu, elle est quand même en mauvais état, elle n'est pas tout le temps fonctionnelle, le feu qui est censé aider à la navigation n'est pas du tout efficace. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On est au XVIe siècle avec Henri III et il va envoyer un architecte pour remettre en forme ce phare et surtout bâtir un phare à son effigie, en son honneur, pour attester de son pouvoir royal. Sauf qu'il va mourir avant que le projet ne commence et du coup ça sera son fils qui va reprendre ce projet, donc son fils Henri IV, et qui va bâtir un premier phare qui reste encore la partie basse du phare actuel. Pour la partie supérieure, ça arrive au XIXe siècle parce qu'on a besoin que le phare soit plus efficace et on a de nouvelles technologies qui apparaissent, notamment la lentille de Fresnel qui aide à mieux percevoir le phare pour les bateaux. C'est quand même un des buts premiers d'un phare, de pouvoir aider à la navigation les bateaux. Ce phare, il est uniquement accessible par bateau. C'est des visites qui sont encadrées. Vous aurez un premier bateau à prendre, un deuxième plus petit qui est une barge, donc qui permet d'aller sur terre. Et ensuite, vous arrivez au phare, prévoyez de bonnes chaussures, sinon il y en a à la location dans le bateau, parce que le petit ponton peut être assez inondé jusqu'à mi-cuisse à peu près. Donc prévoyez. C'est une visite qui coûte quand même relativement cher, puisque c'est 51 € pour aller le voir, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'avais jamais vu un phare comme ça, et du coup, on va un petit peu étudier un peu plus ce qu'il y a dedans. Notamment, c'est un phare qui abrite une chapelle qui est toujours consacrée, ce qui est quand même assez extraordinaire. Pour parler un petit peu du phare, mais de l'intérieur, lorsque vous arrivez, vous êtes accueillis par les gardiens du phare. Aujourd'hui, donc, ils sont toujours actifs, ce qui est quand même assez rare parce que la plupart des phares maintenant sont automatisés. Mais ici, ils vont rester 1 à 2 semaines. Et se relayer entre gardiens, alors que les gardiens d'antan restaient 2 à 3 mois dans le phare, ce qui est quand même assez énorme. Aujourd'hui, ils ont plus un rôle de gardiennage du site pour éviter toute intrusion, tout vandalisme.
et effectuer des travaux de maintenance pour être sûr que le site reste en bon état et qu'on puisse préserver ce patrimoine. Au niveau de l'intérieur donc, les décors que vous voyez sont tous d'époque. On a les sculptures plutôt de l'époque d'Henri IV et sur les parties supérieures du 18-19e, on a carrément des intérieurs tout en bois. C'est assez magnifique et vous avez un très bel exemple aussi dans la partie boutique du phare où ils ont conservé aussi un intérieur tout en bois. Vous avez cette fameuse chapelle où il y a quand même des vitraux dans un phare. On n'a pas peur que ça se brise avec les vents marins, mais franchement, pourquoi pas. Ils sont toujours là en tout cas. Et vraiment, c'était absolument superbe à voir. Donc voilà pour le phare. Maintenant, on va totalement quitter Royan pour aller visiter quelques villes aux alentours. Aujourd'hui, on est à Mornac-sur-Saône, qui est une petite ville à 20 minutes à peu près en voiture de Royan, qui va être une ville qui va connaître son essor surtout au Moyen-Âge, parce qu'elle va beaucoup exploiter ses marées salantes et donc produire beaucoup de sel, tellement que son sel sera distribué à Bordeaux, La Rochelle, pour que ça puisse partir à travers l'Europe, par exemple jusqu'en Angleterre. C'est une ville qui va connaître quand même pas mal d'évolutions, de destruction à cause des conflits politiques qui vont arriver avec la guerre des religions, parce qu'ici on est dans une zone plutôt protestante, donc forcément avec la couronne de France ça va pas bien se passer. Et à partir du 19e, on a un nouveau type d'économie qui va arriver, qui va être lié à l'austériculture, donc la culture des huîtres. Et vous pouvez voir du coup les cabanons des ostériculteurs, mais là, comme vous pouvez aussi le constater, on n'est pas du tout dans la bonne saison pour ça. Et c'est un chouette petit village à visiter avec des volets tout colorés, surtout plutôt bleus, comme ce que vous pouvez retrouver à l'île de Ré, l'île d'Oléron, etc. Et on va se rapprocher un petit peu plus pour aller voir l'église que vous voyez normalement au fond, pas loin de ma tête. Donc on se retrouve au chevet de l'église Saint-Pierre, qui est une église qui a été construite à partir du XIe siècle, qui va connaître pas mal de reconstructions parce que forcément avec la guerre de 100 ans et les guerres de religion, on va avoir pas mal de destructions, notamment son clocher qui lui va dater du XVe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment une architecture romane de la région, donc c'est-à-dire avec des chapiteaux qui sont finement sculptés, même si là ils sont quand même relativement abîmés par l'air marin. Donc ça veut dire qu'on va avoir pas mal de détails au niveau des chapiteaux. C'est ces petits détails que vous voyez tout en haut. Et ces chapiteaux, ils sont super importants parce qu'évidemment, au Moyen-Âge, il n'y a pas tout le monde qui sait lire. Et ces chapiteaux, ils permettent d'apprendre les fondements de la Bible visuellement et évidemment aussi avec les sacrements qu'il y aura dans l'église. Dans l'église, vous verrez qu'il y a des arcs qui sont assez aussi typiques de l'architecture romane et il reste quelques traces d'anciennes fresques qui étaient peintes à l'époque. Aujourd'hui, on est à l'île d'Oléron qui est à un peu moins d'une heure de Royan, donc si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y. À la base, c'est surtout une île où les habitants y vivent un petit peu isolés et du coup, ils vont pas mal se développer au niveau de la pêche et de l'agriculture. On ne voit pas forcément ici, mais tout autour de l'île, il y a des écluses qui sont faites avec des petits murets en pierre pour pouvoir piéger les poissons tout au long de l'année. Mais très vite, cette île, elle va être convoitée par l'Angleterre et la France parce que c'est un point stratégique assez important pour pouvoir régner sur la baie et aussi, pour les Anglais notamment, envahir le continent et la France par ses côtes. Du coup, l'île, comme beaucoup de zones dans cette région, vont alterner entre France, Angleterre, France, Angleterre, France, Angleterre et va avoir pas mal de bâtiments qui vont être construits sur cette île dans des fins militaires et de défense du territoire. Et à partir du 19e siècle, il y a une autre économie qui va fleurir. Comme ce qu'on a vu hier à Mornac-sur-Seudre, c'est l'austériculture qui va proliférer au 19e siècle et ça va être le cas aussi de l'île d'Oléron. C'est une île quand même assez grande, donc attention si vous voulez la visiter en une journée. Au Moyen-Âge, on a aussi un château féodal qui va s'installer plutôt au sud de l'île, tout en bas. Mais aujourd'hui, c'est un autre lieu qui a remplacé ce château féodal et on va aller le voir
tout de suite. Citadelle d'Oléron, qui est un point extrêmement important sur les stratégies royales, qui a été construit d'abord sous Louis XIII pour protéger les terres, et ensuite ça va être agrandi avec Louis XIV, notamment pour protéger l'arsenal de Rochefort, qui est sur les terres. Ce qu'on veut, c'est éviter que les Anglais viennent débarquer sur le continent. Donc, on va se trouver cette citadelle-là qui va pouvoir lancer des canons pour arrêter les Anglais, qui sera jumelée à une autre structure qu'on va voir un peu plus tard dans la journée. Donc, la structure, elle va être agrandie par Vauban, qui est un grand ingénieur militaire qui a fait pas mal de constructions en France, notamment la citadelle de Besançon, pour ceux qui connaissent. Donc, on va réavoir un grand exemple de son architecture ici. Donc là, on est au fort de Louvois, donc on n'est plus du tout sur l'île d'Oléron. On est retourné sur le continent et on est totalement à l'opposé. Et donc ce fort, il est commandé sous Louis XIV par le ministre des Armées Louvois, d'où le nom du fort. Au départ, c'est François Ferry qui a l'attribution de la construction, sauf que le ministre des Armées va décéder en 1691 au moment où on commence à construire le fort. Du coup, la construction va être un peu remise en question et on va avoir un autre architecte, celui qu'on a vu tout à l'heure, Vauban, qui reprend les plans. Mais comme il a été un peu vexé de ne pas avoir été choisi au départ pour ce projet, plutôt que de continuer les plans de son prédécesseur et notamment un plan d'un fort ovale, il va décider de pas du tout réaliser l'ovale entièrement et de faire une construction en fer à cheval. Encore une fois, ici on est sur un fort qui a un but militaire et défensif pour protéger le continent de l'arrivée des Anglais, avec du coup la citadelle d'Oléron, mais aussi d'autres forts qui se trouvent en amont de cette zone. Le fort, il sera toujours utilisé aussi par Napoléon, mais c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, son côté militaire va être délaissé pour devenir un point maritime pour l'aide à la navigation. Donc maintenant, on va aller voir ce qui s'y passe dedans. À l'intérieur du fort, vous trouverez les anciens logements des soldats qui étaient ici de garde pour surveiller les côtes. Vous avez tout le chemin de ronde qui permet pour nous aujourd'hui d'avoir une superbe vue, mais pour eux à l'époque de surveiller les entrées de bateaux en cas d'arrivée d'ennemis. C'est un fort cependant qui est visitable à marée basse pour y aller à pied. Sinon, il faut prendre un bateau qui est inclus dans le ticket d'entrée, mais pensez à bien regarder les horaires sur le site parce qu'il y a des jours où l'accès est seulement piéton et où il n'y a pas de navette. Parce que une fois que la marée est haute, le fort est en plein milieu de la mer et on ne peut absolument pas y accéder à pied. Alors cette fois, on n'est plus du tout en bas de l'île d'Oléron comme on l'était avec la citadelle, mais on est remonté tout au sommet pour voir le phare de Chassiron qui est juste derrière. À l'origine, il est construit au 19e siècle, parce qu'on est dans une zone assez dangereuse pour la navigation, donc il faut pouvoir diriger les bateaux pour qu'ils puissent s'engouffrer en toute sécurité, notamment pour aller au port. Sauf qu'à la base, c'est pas du tout un phare comme ça qu'il y a, c'est un petit fanal, donc c'est-à-dire c'est une tour où au-dessus on va allumer des brasiers pour que les bateaux puissent voir la fumée, plutôt la fumée, parce que le feu va pas éclairer de très loin. Mais au 19e siècle, on décide de totalement changer le phare et on aura cet aspect qu'on a actuellement, sauf que le phare était blanc à l'époque, mais très vite on va confondre le phare de la Baleine qui est aussi blanc et qui se trouve à l'île de Ré, pas très loin d'ici, et on va décider du coup au début du XXe siècle d'ajouter ces bandes noires pour pouvoir le différencier. Il avait toujours une fonction d'aide maritime et on n'est pas du tout dans une optique de défense militaire comme les autres bâtiments qu'on a pu voir. Et voilà pour ce vlog culturel à Royan et ses alentours. J'espère que ce format vous a un peu plus plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.